Le 23 novembre 1991, Lagunitas, comté de Marin, Californie. La lumière du soleil matinal caresse les collines qui font face à l'océan Pacifique. Tout est calme et paisible. La commune se réveille, les activités débutent, une journée comme il en existe tant d'autres. La vie recommence son cycle. Seulement aujourd'hui, un homme ne verra plus le soleil. La mort est passée au travers les mailles du filet de la vie et s'est installée à Lagunitas, le temps pour elle de capturer une âme. Le porte-parole du bureau du coroner du comté de Marin dit « Les résultats de l'autopsie ont révélé que M. Kinski est vraisemblablement mort de cause naturelle due à un problème cardiaque. » M. Kinski ? Un problème cardiaque ? Ça semble à la fois si simple et si brutal. M. Kinski est mort d'une crise cardiaque. Comme si la nature avait décidé de faire un pied de nez à une existence troublante et complexe. Quelle ironie ! Partir aussi simplement après toute une vie passée sur la lame d'un couteau, en dévorant ce que Thomas d'Aquin nomme les péchés capitaux jusqu'à leurs racines. Gourmandise, luxure, colère, orgueil, envie, paresse, avarice. La nature ne peut être seule responsable de la mort de cet homme, monstre pour les uns, génie pour les autres. La vie ne peut l'avoir abandonné à son sort, cet individu qui a arraché les cœurs, brisé les âmes, dansé avec la folie, embrassé la mort dans un sursaut phénoménal de mégalomanie. Kinski est trop extrême pour juste avoir été effacé, comme une ombre qui se confond dans le noir de la nuit. La vie de Kinski a été volée. Par qui ? Par quoi? Par sa légende? Par sa réputation? Par ceux qui ont voulu salir son image? Ou par ceux qui au contraire disent la vérité à son sujet? Qui a tué Klaus Kinski? Ses filles, Paula et Natassia, qui se félicitent de la disparition de celui qu'elles nomment le tyran? Son fils Nikolai, qui depuis 20 ans tente de redorer l'image écornée de son paternel? Werner Herzog, son réalisateur fétiche qui a tourné 5 films avec lui, 5 films au tournage catastrophique ponctués de violences verbales exceptionnelles entre les deux hommes. La presse, qui relaya pendant des décennies les explosions de Kinski, se délectant de son comportement imbuvable pour faire de l'audience. Ou est-ce Kinski lui-même, le meurtrier de sa propre personne, l'homme qui devint la légende qui entraîna la mort dans son sillage, celle-ci frappant sans crier gare, aussi naturellement que le jour qui se lève à l'horizon des collines de Lagunitas. Aujourd'hui, nous allons tâcher de résoudre le mystère d'une des personnalités les plus controversées de la seconde moitié du XXe siècle. Commençons par le commencement, 65 ans de vie. Klaus Günther Karnakzinski, tu es né le 18 octobre 1926 à Sopot dans la ville libre de Danzig, fondée en 1919 par la SDN au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ton père est pharmacien, ta mère infirmière. Ton enfance est synonyme de misère absolue. Tu es la première victime de la crise de 29, tu t'apprêtes à devenir de la chair à canon pour une idéologie qui s'apprête à tacler en force les libertés en Europe. En 1944, tu as 18 ans, tu es entraîné dans la Wehrmacht. Après un parachutage sur les Pays-Bas, tu es blessé, capturé par les Britanniques et envoyé dans un camp de prisonniers. Là-bas, pour tromper l'ennui, tu joues la comédie pour divertir tes collègues prisonniers. En 46, tu es libéré, tu fais du théâtre pendant 2 ans, puis en 48, tu fais tes débuts au cinéma. Ça marche pas des masses en Allemagne, alors tu bouges en France. En 51, retour au théâtre. En 58, retour au cinéma. Et c'est à partir de cette époque que les choses ont commencé à décoller pour toi. Après 7 ans à gravir peu à peu les échelons de la reconnaissance, tu joues dans 2 gros films de l'année 65 et quelques heures de plus de Sergio Leone et Dr Zhivago de David Lean. Ce qui aurait dû être une rampe de lancement vers la gloire deviendra une route tout droit tracée vers le Z, la faute à des choix artistiques hasardeux. En 1971, tu as 45 ans et ta carrière va prendre un nouveau virage. Werner Herzog te fait tourner dans Attirer la colère de Dieu, probablement ton meilleur film. Tu deviens une superstar au-delà de controverses que ton nom suscite, tu continues à jouer dans le Z, série B et autres nanars sans nom. Tout ceci comme tu l'as si bien dit pour le fric. Ça ne t'empêche cependant pas de tourner dans Nosferatu en 78, Wojciech en 79, Fitzcarraldo en 82 et Cobra Verde en 87, les cartes sous la direction de ton réalisateur fétiche Herzog. Tu te permets de dire à Spielberg d'aller se faire voir avec les aventuriers de l'Arche perdue en 80 en insistant bien sur le fait que son scénario est merdique. Au cours des années 80, dernière ligne droite pour toi, tu enchaînes les daubes les plus infects qu'on puisse imaginer tout en continuant à faire parler de ta vie, en exposant celle-ci dans 2 sulfureuses autobiographies, Crever pour vivre et J'ai besoin d'amour. Tes filles te renient, on ne saura que bien plus tard pourquoi. Tes mariages te cassent tous la gueule, les uns te voient comme génie, les autres te voient hystérique et psychopathe. Tu réalises Kinski Paganini en 89, ce sera ton premier film en tant que metteur en scène mais aussi l'ultime long métrage de ta vie. Et ensuite Rideau, tu t'éteins en 1991. Tes cendres sont dispersées dans l'océan Pacifique. Point final. Voilà comment on résume une vie en quelques secondes. Un flot continu d'informations. Reprenons.
En 1975, Klaus Kinski publie son autobiographie Crever pour vivre. L'acteur y raconte le fil de sa vie de l'aube de sa jeunesse jusqu'à sa rencontre avec Geneviève Minoy Lohanik, sa troisième femme. C'est avec ce recueil de souvenirs que débute notre enquête. Crever pour vivre donne énormément d'éléments qui seront tous confirmés dans sa seconde autobiographie J'ai besoin d'amour, publiée en 1990 sur la personnalité tourmentée de Klaus Kinski. Le comédien se décrit comme un enfant des rues ayant grandi dans une misère des plus sinistres au cœur d'une Allemagne secouée par la crise économique des années 30. Kinski se présente comme un élément à part. Il ne semble pas si proche de ses deux frères ni de sa sœur également, malgré des tentatives de rapports incestueux durant leur enfance. Nous y reviendrons. Dans Crever pour vivre, Klaus Kinski raconte beaucoup d'événements. Dans un environnement de misère, Kinski est obligé de voler dans les épiceries pour nourrir sa famille, ce qui lui vaut le surnom de kangourou. De tout temps, en toutes circonstances, même avec une cheville blessée, le jeune Kinski chaparde. Personne, ni même lui, ne le voit comme un individu qui parviendra un jour à sortir de cette misère. Même lorsque son père, pharmacien au chômage, retrouve un emploi et sa mère, ex-infirmière, se recycle comme couturière, Kinski poursuit une errance faite de fantasmes et de détresse. Bizarre. Ses deux frères et sa sœur le contrediront à chaque reprise plusieurs années plus tard, estimant eux ne pas avoir vécu une enfance si misérable. La vie d'un être humain possède une préface parfois équivoque, parfois suffisamment précise pour prédire les routes que celui-ci prendra au cours de son existence. Un enfant né dans un bidonville aura effectivement moins de chances d'accéder à la richesse qu'un enfant né dans un château. Un enfant dont les besoins affectifs ne sont pas entièrement satisfaits au cours de sa jeunesse aura plus de probabilité de développer en vieillissant une personnalité de mythomane, moyen d'attirer l'attention sur lui. C'est une théorie. Une simple théorie, une hypothèse qui n'est en rien absolue, car un enfant en manque d'amour ne renferme pas forcément en lui un futur adulte menteur. Des exceptions sont toujours là pour tromper les règles. Continuons. Klaus Kinski est assez indifférent au monde qui l'entoure. La montée du nazisme, la Seconde Guerre mondiale glisse le long de son corps. Même lorsqu'il est mobilisé en 1944 et qu'il intègre les rangs de la Wehrmacht. Dans Crever pour vivre, Kinski raconte qu'il se sent tellement peu concerné par les événements qu'il entreprendra de déserter avant d'être arrêté et condamné à mort. La veille de son exécution, son geôlier pratique sur sa personne un acte de sodomie. Kinski profite de l'orgasme de l'individu pour se faire la belle. Capturé par les Britanniques, Kinski, qui commencera à développer son talent de comédien dans les camps de prisonniers, assiste au cœur de ces derniers à des partouzes gigantesques organisées entre détenus et geôliers, ceux-là même qui s'adonnent à toutes sortes de trafics, notamment de lubrifiants. Difficile de savoir si cela est vrai. La guerre, effectivement, ouvre naturellement les portes à des choses sordides, mais sorties de la bouche d'un individu comme Kinski, dont le réalisateur fétiche Werner Herzog avouera quelques années après la mort du comédien avoir imaginé pour celui-ci des passages entiers de J'ai besoin d'amour, ces affirmations ont-elles réellement du sens ? La suite de la vie de Klaus Kinski, de sa libération en 1946 jusqu'au milieu des années 50, n'est à la fois qu'errance spirituelle et sexuelle et succession de rôles au théâtre et au cinéma qui peu à peu lui forgent un nom auprès d'un certain public et d'un certain nombre de professionnels. Tous décriront Kinski comme un indomptable, capable de livrer des performances extraordinaires, mais en même temps peu concerné par les gens qui croisent sa route. Dans Crever pour vivre, comme dans J'ai besoin d'amour, Kinski décrit des dizaines et des dizaines de rencontres avec des hommes, des femmes, des enfants, des animaux. Un nombre si conséquent de rencontres qu'on oublie très vite qui est qui et quel rôle telle ou telle personne a joué dans sa vie. Il se peut que Kinski aussi n'ait jamais été capable d'associer une personne à un rôle dans sa propre existence, à part peut-être pour sa mère ou pour ses enfants. Malheureusement, en écoutant Kinski, en lisant ces mots, on se rend vite compte que cela ne lui suffisait jamais assez. J'ai besoin d'amour. Voilà la vérité. La misère d'une jeunesse tourmentée et la violence d'une guerre traumatisante ont pu jouer un rôle dans la construction psychologique d'un personnage comme Kinski. Mais j'en doute. Que Kinski ait manqué d'amour au cours de sa jeunesse, j'en doute également. Que Kinski ait manqué d'un modèle, c'est peut-être vrai. Le jour où il prétend avoir vu son père voler une plaquette de chocolat dans une épicerie et tomber ensuite dans ses bras en larmes, se sentant comme une épave à la dérive, est probablement l'instant clé où la référence dont Kinski avait besoin s'est disloquée sous ses yeux.
Certains autres événements de la vie de Klaus Kinski sur lesquels nous reviendrons prochainement le définissent comme un maniaque paranoïaque et mythomane. Cette entre guillemets vérité que nous chercherons à clarifier entache la sincérité d'un comédien qui tout au long de sa vie n'aura pas su inspirer confiance et sagesse. Et pourtant Dieu sait qu'il regorgeait de sagesse et qu'il aurait pu inspirer également de la confiance. Malheureusement, il faut croire qu'il ne possédait pas les bons outils pour s'exercer en ce sens. Malgré la structure cacophonique et bancale de Crever pour vivre et de J'ai besoin d'amour, Kinski semble avoir un esprit paradoxalement maîtrisé et concis. Sûr de ses convictions, calme et témoignant d'une intelligence profonde, Kinski est polyglotte. Il connaît par cœur Villon et Rimbaud. Face caméra comme sur les planches, il donne son corps au public. Afin de simuler une crise d'épilepsie sur scène, par exemple, il se rendra en hôpital psychiatrique et suivra une jeune femme malade pendant plusieurs jours. Cette expérience, selon ses dires, le traumatisera. En 1971, sur le tournage d'Aguirre, la colère de Dieu, Klaus Kinski invente ce qu'on appellera la spirale Kinski ou la vis Kinski, qui se présente comme une façon nouvelle d'insérer un personnage dans le champ de la caméra. Werner Herzog en fit la démonstration dans son documentaire Ennemis intimes sorti en 1999. Voici l'extrait. Wenn man also seitlich ins Bild hereintritt, im Profil und sich dann der Kamera zuwendet, dem fehlt jede Spannung. Entwickelt. Und zwar, er hat sich neben das Stativ gestellt und hat das Bein so herum verdreht und musste sich dann, dadurch muss der Körper organisch sich ins Bild schrauben. Also wenn du die Kamera leerst, so, dann stand er hier so direkt daneben und schraubte sich. Capable de créativité et de sincérité, c'est ce contraste avec le tourment d'une personnalité mal dans sa peau qui dérange. Précisons que Kinski fera de nombreuses tentatives de suicide au cours de sa vie et sera interné à plusieurs reprises. L'éveil à la vie de cet homme est à la fois incertain et singulier. Il peut à la fois définir et réfuter tout ce qu'était Kinski. Seules les personnes qui ont partagé la jeunesse de Kinski, les 20 premières années de sa vie, disons, peuvent raconter l'éveil d'une personnalité qui par la suite sera le noyau de plusieurs scandales, de dizaines de crises de nerfs, d'une carrière exceptionnellement peu précise entre chef-d'œuvre et nanar, d'une légende assassinée. Par qui, par quoi, c'est ce que nous continuerons à chercher. Les indices sont déjà nombreux. Le prochain épisode de cette série de vidéos nous emmènera dans les méandres de l'esprit d'un homme qui tentera de s'exprimer à travers son art. Tournage houleux, relations professionnelles impossibles, exécrables. Klaus Kinski s'est construit une réputation de salaud ingérable, rendant les prises de vue apocalyptiques. Un certain Werner Herzog, qui paradoxalement deviendra son réalisateur fétiche, s'en souvient. Nous reviendrons sur leurs relations. La clé de l'énigme Kinski se cache peut-être ici, en plein cœur de son art. On dit qu'un acteur donne toujours une part de soi pour caractériser un personnage. Et si cette fois-ci les personnages étaient les acteurs et l'acteur le personnage? Ich bin nicht der offizielle Kirchenjesus. Ich bin nicht der offizielle Kirchenjesus. Ich bin nicht der offizielle Kirchenjesus. Ich bin nicht der offizielle Kirchenjesus.